Bonjour, donc on va reprendre le cours de sémiotique consacré à une initiation générale aux concepts fondamentaux de la sémiotique pour le sixième semestre. Donc on va le reprendre et je vous rappelle donc d'abord les trois grandes parties qui constituent le cours pour ce semestre. La première partie que nous avons étudiée en classe, lors de 6 séances, c'est celle que j'ai intitulée La sémiosis et ses composantes. Je m'excuse pour la qualité de mon écriture, mais bon, je vous lis quand même ce que j'écris, donc ça pose pas de problème. Donc la sémiosis et ses composantes, alors nous avons vu que la sémiosis est un ensemble à 3 éléments, et entre ces éléments il y a un certain nombre de relations, etc., sur lesquelles je ne vais pas revenir. Je vous recommande donc de relire vos notes prises lors des séances en classe. Le deuxième chapitre, c'est celui que je vous avais posté sur la plateforme en ligne de la faculté, que j'ai intitulé La fondation de la sémiotique moderne. Et dans ce deuxième chapitre, de cette partie-là donc du cours, je vous ai dit que la sémiotique, si vous voulez, moderne, au départ était déjà, si vous voulez, scindée en deux orientations majeures. L'orientation logicienne de Peirce et l'orientation, si vous voulez, anthropologique de Saussure. Et je vous ai dit que le choix de telle ou telle perspective fait que la sémiotique, si vous voulez, ne prend pas la même forme. Ce qui explique actuellement, si vous observez ce qui se passe de par le monde, vous verrez qu'il y a deux grandes tendances. Bien sûr, il y a des chercheurs qui essaient de concilier les deux, mais il y a deux grandes tendances de la recherche sémiotique, celles qui se réclament de l'héritage peircien et celles qui se réclament de l'héritage saussurien. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la troisième et dernière partie du cours, que j'ai intitulé Le processus sémiosique et le système sémiologique. Et ce chapitre contient deux parties, en fait. Celle qui est centrée sur le processus sémiosique tel que le présente Peirce, et l'autre qui est plutôt centrée sur le système sémiologique tel que le conçoit Saussure. Je vous rappelle donc que les deux auteurs dont nous parlons, les deux penseurs, sont les fondateurs de la sémiotique moderne. Et que ces deux auteurs n'ont pas laissé d'ouvrage systématique sur la question. Donc nous travaillons à partir de leurs notes manuscrites, de leurs fragments, les fragments qu'ils ont laissés, qui ont été recueillis à titre posthume et publiés à titre posthume. Alors le processus sémiosique, si vous voulez, c'est-à-dire la manière dont Peirce conçoit la sémiosis. Alors je vous avais déjà dit ici que pour lui le processus sémiosique, si vous voulez, c'est d'abord un processus de connaissance. Pour ce qui est du système sémiologique, alors nous avons vu que Saussure conçoit, si vous voulez, la culture comme une sorte d'étagement, de hiérarchie des systèmes de signes, des systèmes sémiologiques donc, et dans lequel la langue est le plus important, et donc la linguistique est la plus importante des sciences sémiologiques. Alors, je vais laisser pour le moment Saussure, et je vais me consacrer à élucider, si vous voulez, les différentes composantes qui interviennent au sein du processus sémiosique tel que le conçoit Peirce. Alors, je rappelle d'abord que, contrairement à une idée vulgarisée partout, la sémiotique telle que la conçoit Peirce n'a pas pour objet les signes, mais plutôt le processus, c'est-à-dire l'action, à travers lequel, donc à travers le processus, donc à travers lequel n'importe quelle chose peut fonctionner comme signe ou bien être saisie en tant que signe par un interprète. Peirce le dit clairement, la page 135 des écrits sur le signe, dans un fragment où il affirme que pour lui, la sémiotique est la doctrine, je cite, la doctrine de la nature essentielle et des variétés fondamentales de sémiosis possibles.
donc la doctrine de la nature essentielle, c'est-à-dire des invariants de la sémiosis, et des variétés fondamentales, c'est-à-dire des types variables de sémiosis possibles. Donc le problème pour Peirce, c'est de saisir les invariants de la sémiosis, mais aussi les variations qui peut, si vous voulez, s'avérer dans telle ou telle sémiosis particulière. Pour lui, la sémiosis donc n'est pas une relation statique. Il s'agit donc d'un processus, donc de quelque chose de dynamique, un processus dynamique à travers lequel quelque chose fonctionne comme signe de quelque chose d'autre pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est une intelligence scientifique. Ne l'oubliez pas, si vous voulez, l'interprète prototypique de Peirce, c'est l'intelligence scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend par expérience. C'est-à-dire quelqu'un qui formule des hypothèses ou des conjectures sur les choses et puis qui vérifie ce qu'il formule en le confrontant avec la réalité. Donc l'intelligence scientifique, c'est qui apprend par expérience. Donc, si vous voulez, nous avons donc l'interprète ici. L'interprète, alors il est en dehors, si vous voulez, du processus proprement dit, mais c'est lui qui l'enclenche. Alors c'est l'intelligence scientifique. Alors, donc la sémiosis est un processus, c'est une action. D'ailleurs, le traducteur et le commentateur de Peirce, le français Gérard de Ledal, parle, lui, de synaction. Alors moi, cette expression synaction me semble un petit peu confuse, donc je préfère retenir l'expression d'Umberto Eco, processus sémiosique, me semble plus élégante et plus explicite. Donc la sémiosis, c'est un processus, qui aboutit à un résultat. Et ce résultat, c'est celui qui permet, dans l'esprit du pragmaticisme dont se réclame Peirce, de juger de sa vérité-utilité. N'oubliez pas le pragmatisme, si vous voulez. Il y a un quatrième type de vérité, c'est la vérité-utilité. Quelque chose est vrai, si vous voulez, le résultat d'un processus sémiosique est vrai dans la mesure où il contribue au progrès de la connaissance. Alors quand je parle ici de la connaissance, ne l'oubliez pas, aussi bien la connaissance dans la vie quotidienne que dans, si vous voulez, dans les sciences, hein, dans un contexte proprement scientifique. Alors, dans plusieurs de ces fragments, et si vous faites une recherche sur Internet, voilà comment on va vous présenter le processus sémiosique tel que le conçoit Peirce. Il y a 3 éléments essentiels, ce qu'il appelle representamen, interpretant et object. Alors j'ai utilisé pour le moment les termes d'origine, les termes en anglais. Le terme representamen, c'est un néologisme, c'est un mot inventé, donc créé par Peirce sur le modèle de spécimen. Donc representamen, le pluriel, ça serait representamina. Donc, si vous voulez, il a adopté la morphologie latine. Donc representamen, l'object interpretant. Alors, plus tard, je vais reprendre ces termes d'une manière francisée, d'une manière plus claire. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est que pour Peirce, representamen constitue le point de départ pour l'interprète, il constitue le point de départ donc du processus sémiosique. C'est le premier, alors il l'appelle le premier avec P majuscule. Alors je vous avais dit que Peirce, si vous voulez, était très difficile à lire et à déchiffrer, et c'est pour ça qu'il y a tellement de commentateurs de sa pensée. Et ce qui explique aussi qu'il avait beaucoup de difficultés à se faire éditer, donc de son vivant. Mais, si vous voulez, quand même, si on gratte un petit peu sous la terminologie foisonnante, variable de ces fragments, si vous voulez, on trouve quand même une pensée sémiotique et philosophique très solide et très bien et très systématisée, si vous voulez. Donc nous ne nous laissons pas arrêter par les mots un petit peu obscurs. On va voir que c'est pas difficile de les ramener à des choses qu'on connaît. Alors, representamen, c'est le premier élément du processus. Et l'object, c'est le deuxième élément du processus, le second. Et l'interpretant, c'est le troisième élément, c'est le terme médiateur entre le representamen et l'object.
Alors, je vais marquer un petit temps d'arrêt pour faire deux remarques sur ce processus, sur la manière dont Peirce le présente. Alors, vous remarquez qu'à la différence de la définition traditionnelle de la sémiosis, le signe, c'est un, si vous voulez, il y a un signe, il y a un objet représenté par le signe, et il y a un interprète du signe. Il y a trois éléments, le signe, l'objet et l'interprète. Alors, on voit qu'ici, Peirce ne parle pas de l'interprète. Il est en dehors du processus sémiosique proprement dit. L'intelligence scientifique, c'est elle qui enclenche le processus, mais elle reste en dehors. Alors vous allez me dire pourquoi. Eh bien, c'est très simple. N'oubliez pas que pour Peirce, la sémiotique n'est qu'un autre nom de la logique. Et l'ennemi juré de la logique, c'est le psychologisme, c'est-à-dire de ramener la connaissance à des processus psychologiques qui font intervenir, je ne sais pas moi, la mémoire, etc. Donc, pour Peirce, si vous voulez, situer l'interprète en dehors du processus sémiosique proprement dit, c'est éviter, si vous voulez, le psychologisme. Le psychologisme, je vais écrire le mot sur le tableau. Le psychologisme. Alors c'est l'ennemi juré, si vous voulez, de tous les logiciens modernes. Donc il va tabler seulement, il ne va retenir que les relations logiques, et on va voir que pour lui, l'interprétation consiste dans, si vous voulez, se ramène à une inférence logique qu'il appelle abduction. Abduction, on va revenir sur le mot, sur le concept. Abduction. Deuxième remarque que j'aimerais faire, avant d'aller plus loin, c'est sur l'organisation des éléments de la sémiosis en trois. Pourquoi trois? Pourquoi pas quatre? Pourquoi pas cinq? Eh bien, vous devez savoir que la répartition du connaissable, de tout ce que l'on peut connaître en trois catégories, donc de ramener le connaissable à trois catégories, et trois seulement, est un des traits définitoires de la pensée de Peirce. Aussi bien la pensée philosophique, sa manière si vous voulez, alors ce qu'il appelle la phanéroscopie, si vous voulez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais donc aussi bien dans sa pensée philosophique que dans sa pensée sémiotique. C'est ce qu'on peut appeler la triadicité de Peirce, la triadicité. C'est-à-dire, il ramène tout à trois éléments. Triadicité. On appelle la triadicité de Peirce. Umberto Eco, par exemple, parle d'une sorte de compulsion triadique chez Peirce. Compulsion, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas empêcher. Il ramène tout à trois. Chaque fois qu'il pense, il pense en termes de trois catégories. Et il ne faut pas croire qu'il s'agit là, si vous voulez, de quelque chose de quelque chose, comment dirais-je, de hasardeux, qui relève d'un certain tempérament. Il est vrai qu'il y a une partie du tempérament de Peirce dans cette répartition triadique, mais en fait, pour lui, il justifie ça à la page 22 dans une lettre qu'il adresse à Lady Wilby. Donc vous trouverez le passage à la page 22 des écrits sur le signe. Alors il dit que pour lui, le caractère triadique de la connaissance, quelle que soit cette connaissance, aussi bien la connaissance scientifique que la connaissance philosophique, que la connaissance dans la vie quotidienne, etc., le caractère donc triadique de la connaissance est nécessaire et suffisant. Il est nécessaire logiquement et suffisant sur le plan pratique. Alors, il faut expliquer cela. Donc, et lui, il dit d'ailleurs dans cette lettre que cette réduction à trois éléments lui déplaît, si vous voulez. Il aurait bien aimé ajouter d'autres catégories, comme l'ont fait les autres philosophes avant lui, Aristote et Kant. Mais il dit que cette répartition en trois éléments s'est imposée à lui. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire logiquement et suffisante sur le plan pratique. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, il est nécessaire logiquement parce qu'il fait référence à la structure de la proposition, c'est-à-dire la formulation du jugement. Alors, la formulation du jugement se forme d'une proposition, vous le savez, elle est constituée de trois éléments. Un sujet, un prédicat et une copule. Donc un sujet, je vais écrire ça ici, un sujet,
un prédicat. Et entre les deux, il y a la copule. Si vous voulez, c'est ça la structure. Par exemple, Dieu est grand, l'homme est mortel, etc. C'est-à-dire que dans la proposition logique, on met en rapport une substance, c'est le premier élément, donc une substance, un sujet, qui n'est pas connaissable et qu'on ne peut pas connaître s'il reste tout seul. Donc pour le connaître, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, grâce à la copule, ce qui est la copule de prédication, donc grâce à la copule, qui est l'élément 3, donc l'élément médiateur, on lui ajoute un prédicat, c'est-à-dire une qualification, des propriétés si vous voulez, qui rendent possible l'identification de cette substance. Donc vous avez le sujet, c'est le premier, si vous voulez, dans la proposition logique, premier élément, c'est lui qui est posé. Et si vous voulez, et pour le connaître, pour connaître cette substance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, grâce à la copule, qui est le troisième élément, l'élément médiateur, on ajoute un prédicat. Le prédicat, il est constitué de propriétés qui rendent possible l'identification du sujet. Donc ça, c'est sur le plan logique. Sur le plan logique, si vous voulez, il est nécessaire parce que la triadicité fait référence à la structure du jugement. Le jugement, depuis Aristote, si vous voulez, il se forme de propositions logiques qui ont une structure en 3 éléments, sujet, prédicat, mis en rapport avec la copule. On ne peut pas connaître un sujet si on ne lui adjoint pas, pour l'identifier, on ne lui adjoint pas des propriétés. Quel est l'élément qui permet d'adjoindre des propriétés? Eh bien, c'est la copule. Donc voilà du côté, si vous voulez, de la nécessité logique. Maintenant, il dit la triadicité est suffisante sur le plan pratique. Alors pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Là, le plan pratique, c'est-à-dire le plan comment dirais-je, qui rend les choses aisées, si vous voulez, à manipuler. Eh bien, c'est très simple. Si vous voulez, pour identifier le premier élément, alors je vais parler de 1, 2 et 3. Pour identifier 1, il faut 2, parce que s'il y a seulement 1, on ne peut pas l'identifier. Si vous voulez, c'est lui tout le connaissable. Donc pour identifier 1, il faut l'identifier et il faut ajouter un deuxième élément. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de faire le contraste avec lui et donc rend l'identification du 1 possible. Donc pour identifier 1, il faut 2. Mais pour distinguer, à la fois distinguer et mettre en relation 1 et 2, il faut un troisième élément, 3. Donc, pour identifier 1, il faut 2. Et pour distinguer et mettre en relation 1 et 2, il faut un troisième élément. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il s'agit, c'est quelque chose de suffisant sur le plan pratique. On n'a pas besoin d'un quatrième élément pour connaître. Pour connaître 1, il faut le différencier de 2, et pour le différencier de 2 et le mettre en même temps en relation avec 2, il faut un troisième élément. Donc on n'a pas besoin d'un quatrième ni d'un cinquième élément. Donc c'est ça ce qui explique, si vous voulez, cette triadicité chez lui. N'oubliez pas, s'il vous plaît, une chose, c'est que l'interprétante, le troisième élément dans le processus sémiosique, donc, c'est un terme médiateur. C'est lui qui assure la médiation, c'est-à-dire le passage du représentamen à l'object. Donc, pour vous rendre les choses plus faciles, je vous propose de visualiser l'ensemble du processus sémiosique de la façon suivante. Alors, j'attire votre attention, il s'agit là d'une schématisation d'ordre didactique, c'est-à-dire pour vous rendre les choses faciles et compréhensibles. C'est-à-dire que ce n'est pas, si vous voulez, on peut représenter les choses d'une autre façon. Il s'agit d'une visualisation. Je visualise les choses pour vous, les rendre plus faciles à assimiler. Alors, au lieu d'utiliser les termes originaux de Peirce, on a representamen, si vous voulez, interpretant object, je vais utiliser les termes suivants: signe représentant, signe interprétant et objet représenté. Il y a les 3 éléments, si vous voulez, je les ai repris dans des termes bien français et bien clairs: signe représentant, signe interprétant et objet représenté. Et pourquoi alors j'insiste là pour signe interprétant? Parce que généralement on oublie, alors on utilise le terme interprétant sans préciser de quoi il s'agit. Eh bien, il ne faut pas oublier que interpretant chez Peirce, c'est un signe, c'est un signe
Alors c'est ce qu'il dit d'ailleurs à la page 117 des écrits sur le signe. C'est un signe, ou bien comme le dit Umberto Eco, ça peut être un complexe de signes, c'est-à-dire une sorte de code. Hein. C'est un ensemble de signes. On va voir tout cela, si vous voulez, ça va devenir un peu plus clair. Mais pour le moment, si vous voulez, il ne faut jamais oublier que le signe représentant et le signe intéressant sont justement des signes, si vous voulez. Donc la représentation, et c'est pour ça que je dis qu'il y a deux représentations dans le processus sémiosique, la représentation numéro 1 et la représentation numéro 2. Entre le signe représentant et le signe interprétant, il y a une relation d'interprétation, d'abduction, si vous voulez, sur laquelle je vais m'arrêter. Je rappelle encore une fois que l'interprète, dans la conceptualisation persienne de la sémiosis, se situe en dehors du processus sémiosique proprement dit. Et c'est lui qui enclenche, mais c'est lui qui reste dehors. Il reste dehors. Ne l'oubliez pas. Il est extra-sémiosique, si vous voulez. Il n'est pas sémiosique, mais il est extra-sémiosique. Je vais revenir sur cette dénomination plus tard. Donc on peut dire que le processus sémiosique chez Peirce consiste en deux relations de représentation mises en rapport par leur relation d'interprétation enclenchée par l'intelligence scientifique qu'est l'interprète. Donc il s'agit de deux relations de représentation mises en rapport par le processus d'interprétation qui est enclenché par l'interprète. Et il ne faut pas oublier que les deux signes représentant et le signe interprétant renvoient donc tous les deux au même objet. L'objet, c'est-à-dire au même état de choses. Donc on peut dire que le signe représentant renvoie à l'objet qu'il représente par l'intermédiaire du signe interprétant. Le signe interprétant qui est enclenché par un processus d'interprétation par l'interprète. L'objet, il faut bien se souvenir, l'objet, c'est pas une chose, hein, c'est un état de chose, c'est-à-dire un aspect donné de la réalité. Alors sur tous ces éléments, je vais revenir tout à l'heure d'une manière plus détaillée, mais retenez ça si vous voulez. L'objet représenté, c'est un état de chose, hein, état de chose, c'est-à-dire un aspect de la réalité de l'interprète. Et non pas des choses en soi, des choses objectivées. Hein. Alors, je vais vous donner un exemple bête et banal d'un processus sémiosique. Alors, par exemple, je monte, si vous voulez, à mon appartement, dans les meubles où j'habite, et dans les escaliers, je sens une forte odeur. Forte odeur, hein. Donc, une forte odeur. Je sens, donc je la hume, je la respire, j'ai une forte odeur, et je me dis dans ma tête, tiens, ça sent le brûlé. Quelqu'un a dû oublier une casserole sur le feu. Alors, analysons cela comme processus sémiosique. Donc, le signe représentant, c'est la forte odeur. Forte odeur, si vous voulez. Alors, cette forte odeur, dans ma tête, je l'interprète comme renvoyant à une casserole oubliée sur le feu. C'est l'objet représenté. La casserole oubliée sur le feu. Et le signe interprétant ici, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Je me suis dit dans ma tête, le raisonnement que j'ai fait dans ma tête. S'il y a une odeur forte, ça ne peut être qu'une odeur de brûlé. Donc nous avons ici odeur forte, odeur de brûlé. Et là, c'est la casserole oubliée sur le feu. D'accord? Alors, remarquez que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une inférence qui peut s'avérer fausse. Supposons que les gens, enfin cette odeur forte n'est pas vraiment une odeur de brûlé, mais de quelqu'un qui est en train de préparer un plat de son pays, un plat exotique, qui, pour moi, dans ma culture, c'est quelque chose qui a une odeur très forte, que je ne peux pas supporter et que je compare à une odeur du brûlé. Alors, ce qui m'a permis d'ailleurs de dire odeur, cette odeur forte ne peut être qu'une odeur de brûlé.
et donc d'une casserole, d'une marmite oubliée sur le feu, eh bien c'est ma culture. C'est-à-dire que dans ma culture, certaines odeurs sont considérées comme des odeurs fortes et d'autres comme odeurs, si vous voulez, agréables, etc. Et donc on va voir tout cela. Mais pour le moment, par exemple, voilà le type d'inférence d'un processus de connaissance dans la vie quotidienne que j'ai fait, et qui, remarquez-le, n'est pas nécessairement vrai. Hein. Il est quasi nécessaire, c'est-à-dire que je peux vérifier et trouver que cette odeur forte ne provient pas d'une casserole oubliée sur le feu, mais plutôt de quelqu'un qui est en train de préparer un plat exotique, par exemple. Donc, on peut toujours vérifier, c'est ce que fait l'intelligence scientifique. L'intelligence scientifique, il fait des inférences, c'est une intelligence, mais il les vérifie, scientifique, il apprend par expérience. Alors par exemple, imaginons que je vais frapper à la porte des voisins, je leur dis faites attention, vous avez oublié une casserole sur le feu. Alors, le voisin me répond mais non monsieur, je suis en train de préparer un plat de chez moi, par exemple. Et alors là, je vais apprendre, je vais me dire qu'il y a des gens, si vous voulez, d'autres cultures dans lesquelles ce que moi je considère comme une odeur forte, et mon odeur de brûlé donc, n'est en fait que l'odeur habituelle, si vous voulez, de certains mets, de certains, comment dirais-je, de certains plats chez d'autres personnes. Bon, alors, donc, ce qui rend possible, si vous voulez, le passage, si vous voulez, du signe représentant au signe interprétant, et donc à l'objet représenté, c'est le processus interprétatif enclenché par l'interprète. Alors, cette interprétation, c'est ce que Peirce appelle, enfin, il a forgé un terme, abduction. Abduction, si vous voulez, francisé en abduction. De quoi s'agit-il? Eh bien, pour Peirce, il s'agit du mode d'inférence propre au processus sémiosique. Dans la sémiosis, il y a l'abduction comme processus sémiosique. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est le mode de connaissance hypothético-déductif. Hypothético-déductif, c'est-à-dire, souvenez-vous du mode habituel de la connaissance, de l'inférence, si vous voulez, habituelle. Elle prend soit la forme de l'induction, soit la forme de la déduction. C'est-à-dire l'induction, on passe d'une proposition particulière à une proposition générale, ou de l'observation d'un fait particulier à la formulation d'une loi générale. Et la déduction qui, au contraire, passe d'une proposition générale à une proposition particulière. C'est ce que nous avons vu, si vous voulez. Que ce soit l'induction ou la déduction, ils ont un caractère de nécessité logique, si vous voulez. Ils sont formulés comme ayant un caractère de nécessité logique, dans la mesure où ils permettent pour le scientifique ou pour le philosophe de formuler des choses qui ont un caractère de nécessité, qui ont même un caractère de loi. Par contre, l'abduction, elle, comme nous l'avons dit, si vous voulez, elle a un caractère non pas de nécessité, mais de quasi-nécessité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une conjecture, c'est-à-dire une conjecture, c'est-à-dire une sorte d'hypothèse, de supputation, une supputation, une supposition, si vous voulez, une hypothèse, comme on dit dans le domaine scientifique, une hypothèse, et il s'agit de la confirmer. Donc on ne peut pas, si vous voulez, donc l'intelligence scientifique, si vous voulez, formule des hypothèses, mais ces hypothèses, pour qu'ils soient acceptées, elles doivent être confirmées. Donc, dans le cadre du processus sémiosique, le passage de l'hypothèse. Alors l'hypothèse, c'est ça, c'est-à-dire, par exemple, moi, l'odeur forte, il renvoie à une casserole oubliée par les voisins sur le feu. C'est la représentation 1. Si vous voulez, dans l'exemple que je viens de vous donner, si vous voulez, l'odeur forte renvoie à une casserole oubliée sur le feu. Donc ici, il s'agit de la représentation 1. Mais pour que l'odeur de brûlé renvoie la casserole sur le feu, ce que je considère moi comme une odeur de brûlé, c'est-à-dire le signe interprétant, eh bien, comment je suis arrivé à ça, si vous voulez? Eh bien, en faisant une abduction, une conjecture. Tiens, les voisins ont oublié, quelqu'un ou les voisins ont oublié une casserole sur le feu. C'est-à-dire, je fais l'hypothèse que cette forte odeur
ne peut être que l'odeur d'une nourriture brûlée. Et donc, la nourriture brûlée, c'est lorsque quelqu'un oublie, si vous voulez, sort de chez lui et oublie, ou bien il s'endort et oublie une casserole sur le feu. Donc ici, j'ai fait une hypothèse qui a besoin, pour être confirmée ou infirmée, on a besoin de la vérifier. Donc je vais chez les voisins et je frappe. Alors je leur dis par exemple, attention, vous avez oublié le casserole sur le feu. Alors les voisins peuvent me dire oui, merci, etc. Ou bien ils vont me dire, mais non, il ne s'agit pas d'un oubli, mais nous sommes en train de préparer un plat de chez nous. Dans tous les cas, ce que vous devez retenir, c'est que l'abduction, c'est-à-dire cette manière d'inférer, si vous voulez, est propre, si vous voulez, au processus sémiosique. L'interprète, si vous voulez, ne l'oublions pas, est une intelligence scientifique, donc il formule en tant qu'intelligence, il formule des hypothèses, des conjectures, des supputations, et il est scientifique dans la mesure où il doit les confirmer ou les infirmer en les confrontant avec l'expérience. Donc je n'ai pas besoin de m'étaler beaucoup là-dessus, mais remarquez, le passage de la représentation numéro 1 à la représentation numéro 2 se forme, c'est-à-dire cette représentation à cette représentation se fait sous la forme d'abduction. Donc c'est l'abduction qui rend possible le passage, c'est-à-dire l'inférence ici, l'interprétation ici, qui rend possible le passage de la représentation numéro 1 à la représentation numéro 2. Alors maintenant, je vais m'arrêter un petit peu plus longuement sur ce que Saussure appelle, sur ce que Peirce. J'aime beaucoup Saussure, donc c'est pour ça que je... Alors, donc, ce que Peirce appelle interpretant, c'est-à-dire ce que j'ai là, si vous voulez, réécrit en parlant de signe interprétant, eh bien, vous devez savoir que parfois, si vous voulez, cette notion d'interprétant, si vous voulez, ou de signe interprétant, enfin d'interprétant si vous voulez, les gens parlent d'interprétant sans préciser, eh bien, parfois, même chez Peirce, il est saisi comme une réalité psychologique. Alors, par exemple, parfois, Peirce parle de l'effet. Alors, l'effet mental, ça peut être l'effet mental, ça peut être l'effet somatique, si vous voulez, l'effet sur le corps, l'effet physique. C'est par exemple ce que vous trouverez à la page 128, à la fois de la part de Peirce, 128 des écrits sur le signe, et de la part de son commentateur Gérard Deledal, à la note 1 de la page 128. Dans les deux cas, on a l'impression qu'il s'agit d'une réalité psychologique. Mais il faut quand même respecter l'enseignement peircien qui est de nature antipsychologique. Il privilégie la logique, donc. Et donc, le signe interprétant ou l'interprétant n'est pas une évocation psychologique, comme on le croit parfois, mais c'est une inférence logique. C'est, si vous voulez, là, une inférence logique, une logique, si vous voulez, propre à la sémiosis, qui se fait par abduction, mais c'est une inférence logique. Et donc, il ne faut jamais oublier que pour Peirce, la sémiotique ne fait pas partie des sciences psychologiques, ce n'est pas une science psychologique, mais c'est plutôt, comme il le dit lui-même, c'est qu'un autre nom de la logique. La sémiotique pour lui n'est qu'un autre nom de la logique. Donc il faut interpréter, si vous voulez, il faut, comment dirais-je, comprendre par signe interprétant, c'est quelque chose auquel on arrive par inférence logique et non pas par évocation, si vous voulez, ou par association d'idées. Ce qui serait psychologique. Parfois aussi, même chez Umberto Eco ou d'autres, si vous voulez, on explique l'interprétant comme étant le meaning, c'est-à-dire le sens. Le sens, d'ailleurs, parfois on trouve des approximations comme ça dans les fragments de Peirce. L'interprétant serait donc le sens du signe représentant. Alors c'est quoi le sens ? Eh bien, c'est-à-dire la définition de l'objet représenté, c'est-à-dire un ensemble de traits pertinents véhiculés par le signe représentant.
Donc le signe interprétant, ça serait un ensemble ce serait une définition, un ensemble de traits pertinents véhiculés par le signe représentant pour renvoyer à l'objet représenté, pour représenter cet objet. Mais il ne faut jamais oublier, s'il vous plaît, que dans la pensée de Peirce, l'interprétant, ou le signe interprétant plus exactement, c'est pour ça que moi j'ai utilisé le mot signe, hein. Qu'un autre signe. Alors ce signe, il représente lui aussi le même objet que le signe représente. Donc le signe représentant et le signe interprétant représentent le même objet. Donc le signe représentant, par inférence de l'interprète, nous mène vers un signe interprétant qui permet de mettre en rapport deux représentations. Mais en suivant le raisonnement, on peut dire aussi que ce signe interprétant va lui aussi devenir un signe représentant et aura besoin d'un autre signe interprétant et ainsi de suite. Ce qui va nous donner une sorte de sémiosis infinie, comme le laisse supposer ce passage que vous trouverez à la page 126 des écrits sur le signe, où Peirce dit « Un signe, c'est tout ce qui détermine, alors je cite, tout ce qui détermine quelque chose d'autre, c'est-à-dire son interprétant, à renvoyer à un objet auquel lui-même renvoie, de la même manière. L'interprétant devenant à son tour un signe, et ainsi de suite ad infinitum. » Alors je reprends, c'est assez confus, assez complexe. Donc, pour Peirce, donc, un signe, je cite, c'est tout ce qui détermine, c'est-à-dire ce qui amène à l'existence, tout ce qui détermine quelque chose d'autre. Donc le signe représentant amène à l'existence, détermine quoi? Eh bien, le signe interprétant. Et il le détermine comment? Eh bien, à renvoyer au même objet que lui. Les deux renvoient à le même objet. Mais le signe interprétant, en renvoyant à cet objet, va devenir lui aussi un signe représentant. Et donc, il aura besoin lui aussi d'un signe interprétant, et ainsi de suite. Ce qui va, comme dit Peirce, ce qui va, si vous voulez, nous amener à une sémiosis infinie, et ainsi de suite, ad infinitum, jusqu'à l'infini, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Alors, cette idée de sémiosis infinie, il ne faut pas oublier que chez Peirce, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut prouver. Hein. C'est une vue de l'esprit, si vous voulez, un petit peu comme lorsqu'en mathématiques on parle d'infini ou de nombres négatifs, etc. Donc logiquement, on peut supposer son existence, mais sur le plan pratique, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'objet représenté, il est toujours là. Il est le paramètre de la sémiosis. Le signe représentant et le signe interprétant représentent le même objet. Et l'objet représenté reste le même dans la sémiosis. C'est le paramètre de la sémiosis. Alors pour vous faire comprendre, cela c'est un petit peu comme dans un système solaire. Donc vous avez une étoile, par exemple le Soleil, et vous avez des planètes qui gravitent autour du Soleil. Alors, comment connaît-on ces planètes? Eh bien, à travers l'éclairage que projette sur eux le Soleil. On peut toujours découvrir de nouvelles planètes dans un système solaire. Mais comment on va les découvrir? Eh bien, grâce à l'éclairage que projette le Soleil sur ces planètes. Donc, vous avez l'étoile qui éclaire les planètes. Et ce n'est que grâce à l'éclairage projeté par l'étoile qu'on les connaît. Donc ici, si vous voulez, on peut dire que l'étoile, c'est l'objet, et que les différents signes représentants et interprétants qui gravitent autour de cet objet, si vous voulez, constituent les planètes. On ne peut les saisir que grâce à l'éclairage projeté sur eux par l'objet représenté. Deuxièmement, il ne faut pas l'oublier, c'est que Peirce, pour lui, le processus de l'interprétation n'est pas infini. Il est infini comme une vue de l'esprit, mais en fait, pratiquement sur le plan pratique, il s'arrête. Alors comment il s'arrête? Parce que nous avons ce qu'il appelle un interprétant final. Le stade de l'interprétant final arrête l'interprétation. Le stade donc de l'interprétant final arrête l'interprétation.
Alors, ce rôle de paramètre de la sémiosis, qui est l'objet dans la conceptualisation de Peirce, il est, enfin, on peut l'expliquer parce que, comme la plupart des penseurs anglo-saxons, si vous voulez, Peirce est un réaliste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui reste attaché, si vous voulez, à la confrontation avec la réalité. Il ne se contente pas, si vous voulez, d'un monde idéalisé, etc., le monde des idées. Alors, de même, si vous voulez, le fait de poser qu'il n'y a pas un seul type de signe interprétant. Alors lui, il parle de 3 types d'interprétants. Alors les 2 les plus importants, c'est le premier et le dernier. Alors il parle d'un interprétant immédiat. Alors cet interprétant immédiat, on peut l'identifier au processus de la reconnaissance du signe de la part de l'interprète et de la compréhension du signe. Alors la reconnaissance, c'est-à-dire que le signe est reconnu en tant que tel par l'interprète, et la compréhension du signe, c'est-à-dire le fait grâce aux traits pertinents, si vous voulez, qui constituent la définition véhiculée par le signe, si vous voulez, l'interprète réussit à identifier l'objet. Alors pensez par exemple à un mot. Le mot table, si vous voulez, permet d'identifier, si quelqu'un vous dit posez la chose sur la table, vous arrivez d'abord à reconnaître, puisque vous connaissez le français, à reconnaître le mot table comme un signe, et grâce aux traits qu'il véhicule, alors on ne vous dit pas si la table est blanche, rouge, il est en bois, en métal, etc., mais tout simplement les traits pertinents, c'est-à-dire les caractéristiques les plus importantes, vous arrivez à identifier tel objet comme table et non pas. Vous n'allez pas poser les choses sur une chaise, vous allez les poser sur la table. Pourquoi? Parce que votre connaissance, vous reconnaissez le signe, et en plus, grâce aux traits, aux caractéristiques sous-jacentes, si vous voulez, au mot en tant que signe, eh bien, vous reconnaissez l'objet et vous posez vos choses sur la table et non pas sur une chaise. Donc ça, c'est l'interprétant immédiat. L'interprétant immédiat correspond à la reconnaissance du signe en tant que tel et à sa compréhension. L'interprétant dynamique, que je ne vais pas retenir, si vous voulez, me semble un petit peu, si vous voulez, une concession au mentalisme, chez Peirce, donc, une concession au psychologisme, si vous voulez, ou ce qu'on appelle le mentalisme, eh bien, il s'agit des Peirce de la réaction mentale ou physique, provoquée par le signe chez l'interprète. Alors, par exemple, l'exemple qu'il donne, c'est celui du garde à vous. Alors, un sergent dit garde à vous, et les soldats, si vous voulez, se mettent dans une certaine position corporelle. Alors là, la position corporelle adoptée par les soldats constitue constitue l'interprétant dynamique de l'expression garde à vous prononcée par le sergent. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'interprétant immédiat et ce qu'il appelle l'interprétant final. Alors, à quoi correspond l'interprétant final? Eh bien, le mot anglais, c'est habits. Habits, si vous voulez, c'est-à-dire les habitudes. Alors, les habitudes, alors de quel genre d'habitudes? Eh bien, ce sont les habitudes culturelles de l'interprète. Les habitudes culturelles de l'interprète, mais aussi les connaissances scientifiques de son époque, c'est-à-dire aussi bien ce qu'elle sait du monde, si vous voulez, ce que sa société, si vous voulez, sait du monde à un moment donné de son histoire, qu'il partage avec les autres. Donc, par exemple, c'est à ce propos que, par exemple, Umberto Eco parle d'encyclopédie. Il dit l'interprétant final, c'est une sorte d'encyclopédie, c'est-à-dire d'un savoir diffus, un savoir aussi bien culturel que scientifique, qui rend possible, si vous voulez, l'interprétation. C'est une sorte de compétence cognitive que nous possédons à un moment donné de l'histoire en tant que membre d'une société, à un moment donné de son histoire. On peut aussi adopter les termes pour expliquer ce que ça veut dire interprétant final, les termes comme idéologie, mais pas au sens marxiste, c'est-à-dire c'est plutôt au sens anthropologique du terme. Par exemple, le sens qu'on trouve chez Dumézil, c'est-à-dire chez Durkheim, enfin je ne sais pas si Durkheim a utilisé le terme, mais par exemple chez Georges Dumézil, idéologie renvoie à un ensemble de représentations du monde, des représentations collectives.
On peut aussi parler de code culturel, ou de code cognitif, si vous voulez, propre à une société à un moment donné de son histoire. Donc l'interprétant final, si vous voulez, c'est ce qui rend possible l'interprétant immédiat. Donc l'interprétant final, c'est ce qui rend possible l'interprétant immédiat. Alors, pensez par exemple à un médecin. Alors le médecin, si vous voulez, en tant qu'interprète, devant des symptômes que présente le malade, donc formule un diagnostic. Si vous voulez, les symptômes, le diagnostic et la maladie. Alors, qu'est-ce qui rend possible la formulation du diagnostic? Le diagnostic, c'est l'interprétant immédiat, c'est-à-dire la compréhension. Le médecin reconnaît les symptômes et les comprend. Il comprend à quoi il renvoie. Mais qu'est-ce qui rend possible cette compréhension du symptôme qui constitue l'interprétant immédiat? Eh bien, c'est le savoir médical du médecin, c'est-à-dire sa compétence cognitive, ce qu'il a appris à la faculté de médecine, c'est-à-dire l'interprétant final. Et vous savez que l'interprétant final évolue, le savoir médical évolue. Donc, il ne faut pas croire que l'interprétant final, c'est quelque chose de statique qui n'évolue pas. Non, non, c'est ce qu'une société croit ou croit savoir à un moment donné de son histoire. Donc, c'est quelque chose qui évolue, comme évoluent les idéologies, la représentation du monde, etc. D'accord ? Donc, on peut dire que l'interprète, le signe interprétant, c'est la traduction du signe représentant. Alors, il se fait de deux façons différentes, mais qui sont liées. L'interprétant immédiat, c'est-à-dire la compréhension du signe représentant, si vous voulez, ne peut se faire que parce qu'il y a un interprétant final, c'est-à-dire qui rend possible justement cette compréhension et pas une autre. Alors, par exemple, l'odeur forte, moi, je l'ai interprété, je l'ai reconnu comme signe et je l'ai interprété comme odeur de brûlé. Pourquoi? Parce que dans ma culture, on classe les odeurs, on catégorise les odeurs, si vous voulez, d'une certaine façon. Il y a des odeurs agréables, des odeurs, si vous voulez, désagréables, et puis il y a des odeurs intermédiaires, etc. Mais, par exemple, si je m'adresse à mes voisins qui sont d'un autre pays, ils peuvent me dire, mais c'est pas une odeur de brûlé, nous sommes en train de préparer un plat typique de notre culture. Et dans ce cas-là, si vous voulez, il ne s'agit pas, si vous voulez, c'est-à-dire que mon interprétant final n'est pas le leur. Et je dois donc faire évoluer mon interprétant final, mes habitudes, si vous voulez, pour y faire entrer ce type d'odeur. Donc, résumons-nous, si vous voulez, ce qui rend possible, si vous voulez, l'interprétant immédiat, c'est-à-dire le signe interprétant. Donc le signe interprétant, il y a deux étages. Alors je laisse de côté l'interprétant dynamique. Hein. La compréhension du signe, si vous voulez, qui renvoie, qui s'appuie nécessairement sur un interprétant final. Et c'est l'existence de cet interprétant final, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné de son histoire, une société, les individus d'une société arrêtent leur processus interprétatif à une certaine étape, qui fait que, si vous voulez, on ne peut pas parler de sémiosis infinie. Mais c'est aussi l'existence de cet interprétant final qui explique le progrès de la connaissance. C'est parce que si vous voulez, je reconnais quelque chose, si vous voulez, ou je le comprends comme ayant, si vous voulez, une interprétation qui ne fait pas partie de l'interprétant final de ma société à un moment donné de son histoire, qui me permet de progresser. C'est parce que j'ai reconnu que cette odeur forte que moi j'ai interprétée comme odeur de brûlé, comme plutôt l'odeur, si vous voulez, d'un plat exotique, que je vais évoluer, que mon interprétant final va évoluer. Ce qui explique aussi l'évolution du savoir et de la connaissance. Donc, à travers un processus d'interprétation, une abduction si vous voulez, l'interprète, à partir du signe représentant, infère un signe interprétant. Alors, le signe interprétant, il a une étape immédiate, c'est-à-dire c'est la reconnaissance du signe en tant que tel et son interprétation, sa compréhension plus exactement, qui elle-même s'appuie sur un interprétant final qui est de nature collective, qui appartient à une société à un moment donné de son histoire. Alors maintenant, je vais m'arrêter sur l'objet représenté. Sur l'objet représenté tel que le conçoit Peirce.
Alors, pour Peirce, il faut bien préciser que l'objet représenté fait déjà partie de l'univers cognitif, c'est-à-dire des habitudes de l'interprète. Alors, je le cite. Alors pourquoi? Parce que, dit-il, alors je le cite, le signe ne peut que représenter l'objet et en dire quelque chose. Il ne peut ni faire connaître ni reconnaître l'objet. Car, ajoute-t-il, l'objet d'un signe est ce dont la connaissance est présupposée pour pouvoir communiquer des informations supplémentaires le concernant. Donc le signe ne peut ni faire connaître ni reconnaître l'objet. L'objet, donc, il est déjà connu de la part de l'interprète. Il fait partie de son univers cognitif. Alors, vous trouverez la citation à la page 123 des écrits sur le signe. 123. Donc le signe représentant ne sert qu'à signifier, grâce donc au signe interprétant suscité par l'inférence interprétative, par l'abduction, quelque chose de nouveau à propos de l'objet. Ils n'ont pas à le découvrir ou à le reconnaître parmi les autres objets. Par exemple, quand dans mon inférence, dans l'exemple que je viens de vous donner, je me suis dit qu'il s'agit d'une casserole oubliée sur le feu, la casserole oubliée sur le feu, si vous voulez, fait déjà partie de mon univers. C'est-à-dire, ce que je formule de nouveau ici, c'est que cette odeur forte, c'est une odeur de brûlé. À ce moment-là, vient de la casserole oubliée sur le feu par les voisins, par exemple. Donc il s'agit, le signe représentant permet donc, grâce au signe interprétant, si vous voulez, grâce à l'inférence interprétative, de formuler quelque chose de nouveau sur l'objet, et non pas de le reconnaître ou de le découvrir, parce que l'objet fait déjà partie de l'univers cognitif de l'interprète. Donc on sait quelque chose de nouveau sur l'objet. Alors c'est ça ce qui explique pour Peirce le progrès de la connaissance. Le progrès de la connaissance, et donc ce qui fait qu'on peut juger un processus sémiosique comme aboutissant à la vérité. Alors la vérité ici c'est l'utilité au progrès de la connaissance. Alors il est vrai parce qu'il est utile au progrès de la connaissance, il est faux parce qu'il n'est pas utile. Donc le progrès de la connaissance, donc, il est déterminé par justement cela, c'est-à-dire le fait que il ne s'agit pas de connaître l'objet on le connaît déjà, mais il s'agit de formuler quelque chose de nouveau. Par exemple, le passage de la Terre est plate à la Terre est ronde, si vous voulez, c'est le fait qu'on a la Terre, elle est toujours la même, tout le monde sait ce que c'est que la Terre, c'est la surface sur laquelle nous marchons, etc., ou la planète sur laquelle nous vivons. Eh bien, ce qui est nouveau, c'est que dans un cas, on dit qu'il est plate, et alors ce qui est nouveau, c'est que on dit qu'il est rond, et donc on apporte des preuves, on vérifie, etc. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, l'objet, il fait partie déjà de l'univers mental, de l'univers plutôt cognitif de l'interprète, et il s'agit dans le processus sémiosique d'apporter quelque chose de nouveau sur lui. Alors pourquoi dans le processus sémiosique on apporte quelque chose de nouveau sur le signe? Eh bien parce que, comme le dit Peirce lui-même à la page 121 des écrits sur le signe, eh bien le signe ne représente pas la totalité de l'objet. Le signe représentant représente l'objet, dit-il, alors je le cite, sous quelque rapport ou quelque titre. Sous quelque rapport ou quelque titre. C'est-à-dire que le signe ne représente pas pour l'interprète l'ensemble, la totalité de l'objet, ce qui serait absurde, parce que si le signe représentant représente la totalité de l'objet, il serait identique à l'objet. Et donc il n'y aurait pas ici besoin de signe, il y aurait une égalité entre le signe et l'objet qu'il représente. Alors le signe ne représente pour l'interprète qu'un aspect de l'objet. Un aspect, c'est-à-dire un ensemble de qualités. Alors cet aspect de l'objet, Peirce l'appelle d'un mot anglais ground. Ground, c'est-à-dire l'arrière-fond, mais aussi le fondement, la base. Alors en français, on dit le fondement. Alors je précise, il s'agit du fondement, le fondement de la représentation, c'est-à-dire la base, le socle
sur lequel repose la représentation. C'est-à-dire que dans la représentation, on ne représente pas la totalité de l'objet, mais seulement un aspect de cet objet. Donc dans la pensée, c'est la manière dont Peirce représente ou pense le processus sémiosique. Il faut dire qu'il y a trois axes ou trois éléments, si vous voulez, qui se trouvent mis en rapport avec le signe représentant. Alors il ne faut pas oublier que le signe est le signe pour quelqu'un. Le signe, c'est toujours un signe pour quelqu'un, c'est-à-dire pour un interprète. C'est l'intelligence scientifique, si vous voulez. Alors, il ne faut pas oublier là que l'interprète est en dehors du processus sémiosique, mais il est là, il est présupposé par ce processus sémiosique. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui enclenche l'abduction, le processus abductif, le processus interprétatif, et c'est lui donc qui rend possible la représentation. Il ne faut pas oublier aussi que le signe représentant, il est le signe de quelque chose, c'est-à-dire il est le signe de l'objet. Donc il est le signe, c'est toujours signe de quelque chose. Seulement voilà, le signe représente l'objet seulement, il faut insister sur ce seulement, il représente l'objet seulement sous tel rapport ou tel aspect. Tout à l'heure j'ai parlé d'éclairage, c'est-à-dire que les signes, en quelque sorte, constituent un certain éclairage de l'objet. L'objet, il est toujours là, mais il fait partie donc de l'univers cognitif de l'interprète, mais les signes que l'interprète suscite, si vous voulez, sont là pour, comment dirais-je, les signes interprétants que l'interprète suscite à partir des signes représentants sont là pour projeter un certain éclairage sur l'objet. Donc c'est ce troisième élément, le signe représente l'objet seulement sous tel rapport ou tel aspect, que Peirce appelle ground, ou en français on va parler de fondement, le fondement de la représentation, c'est-à-dire le socle, la base de la représentation. Alors de cela, il appert, si vous voulez, la conclusion qu'on peut tirer de cela, c'est que le signe représentant est équivalent à l'objet, il n'est pas identique à l'objet, il est équivalent dans la mesure où il représente l'objet, si vous voulez, seulement sous certains aspects ou certains éclairages. Alors maintenant, d'où vient cet éclairage, d'où vient ce fondement? Eh bien, c'est l'interprétant final qui amène justement à le signe représentant, si vous voulez, à l'existence, à représenter l'objet sous tel ou tel aspect. Donc le fondement, le ground, est déterminé par le signe interprétant, qui est, comment dirais-je, produit par l'abduction, par l'interprétation faite par l'interprète. Et c'est l'interprétant final, c'est évident, ce sont les habitudes d'une société qui font qu'on ne perçoit que certaines choses, si vous voulez, d'un objet et pas d'autres. Alors les habitudes, aussi bien les habitudes cognitives que les habitudes pratiques. Alors par exemple, on dit que les Esquimaux, lorsqu'ils ne savent pas ce que c'est que la neige. La neige, pourquoi? Parce qu'eux, ils distinguent trois types de substances que nous appelons la neige, d'un seul nom. Alors, c'est-à-dire que leurs habitudes pratiques font que, par exemple, ils ne vont pas choisir les mêmes skis pour, si vous voulez, pour circuler sur la neige 1. Alors pour nous, c'est la neige. Mais pour l'Esquimau, il s'agit de trois objets différents, ou trois aspects, si vous voulez. Là, on peut parler d'un fondement. Trois aspects différents de la même substance. Donc, alors je reprends aussi l'exemple sur la casserole oubliée sur le feu. Hein. Alors, par exemple, moi, quand j'ai dit il s'agit d'une odeur de brûlé, si vous voulez, et j'ai dit que cette odeur-là l'odeur forte renvoie à une casserole oubliée sur le feu. Remarquez que je ne parle pas de la nature de la casserole. Est-ce que c'est une casserole cabossée, une casserole neuve? Je ne parle pas de la nourriture qui est dans la casserole. Je ne parle pas de la nature du feu. Est-ce que c'est un feu de charbon, un feu de, si vous voulez,
d'une cuisinière, etc. C'est-à-dire que je ne retiens qu'un seul aspect, c'est-à-dire l'odeur. Donc ici, il s'agit d'une représentation, si vous voulez, sélective. C'est-à-dire que le signe représentant représente l'objet, non pas la totalité des aspects de l'objet, mais seulement un certain aspect. C'est-à-dire il sélectionne un certain nombre de propriétés de l'objet, et ce sont ces propriétés-là qui sont représentées par le signe. Alors, si vous voulez, c'est à ce sujet-là, c'est-à-dire cette distinction, cette présence du fondement de représentation, c'est-à-dire le fait que le signe ne représente pas tous les aspects de l'objet, mais il représente l'objet seulement sous un certain éclairage, en ne sélectionnant qu'un certain nombre d'éléments. Eh bien, cette idée-là a amené Peirce, comme il le dit à la page 31 dans une lettre à Lady Wilby, à faire la distinction entre deux types d'objets. Alors pour lui, l'objet représenté, il existe sous deux formes, non pas une seule. Donc il va complexifier davantage. Donc si l'interprétant, il y a au moins deux types d'interprétants, l'interprétant immédiat et l'interprétant final, eh bien pour l'objet représenté, il y a aussi un objet immédiat et un objet dynamique. Alors de quoi s'agit-il ? Alors l'objet dynamique, c'est l'objet en soi, c'est l'objet tel qu'il est donné, tel qu'il existe pour lui-même, avec la totalité de ses qualités, si vous voulez. C'est ce que en philosophie on appelle une chose en soi, la chose en soi. Eh bien, l'objet immédiat, donc, c'est plutôt l'aspect sélectionné et retenu, si vous voulez, c'est-à-dire c'est le fondement de représentation, c'est l'aspect retenu de la totalité de l'objet dynamique. Donc l'objet immédiat, l'objet immédiat, c'est l'aspect retenu de l'objet dynamique grâce au fondement de représentation. Donc, je répète, l'objet dynamique, c'est l'objet en tant que réalité changeante, foisonnante, d'où d'ailleurs l'adjectif dynamique. Hein. L'adjectif dynamique, c'est-à-dire qui bouge, qui ne s'arrête pas. Donc c'est une réalité qui relève de l'inconnaissable. On ne peut pas connaître l'objet immédiat. La chose en soi, il relève de l'inconnaissable. Là, on retrouve le kantisme, c'est-à-dire la référence au philosophe Kant, si vous voulez, chez Peirce. C'est-à-dire que la chose en soi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Il relève de... Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la réalité foisonnante, changeante, la réalité dynamique qu'on peut difficilement maîtriser par notre connaissance. Et alors comment l'homme connaît ? Eh bien là nous retrouvons l'idée qui a été déjà formulée par Locke, vous vous souvenez, et qui est reprise par Peirce, c'est-à-dire que l'homme connaît à travers les signes, l'homme connaît grâce aux signes. Mais alors comment fonctionnent les signes ? Eh bien les signes représentent la réalité, non pas dans sa totalité, mais en projetant un certain éclairage sur la réalité, en ne retenant que certains éléments ou certains aspects de la réalité. Donc la connaissance s'établit à travers les signes, et les signes, il ne faut pas l'oublier, le signe, si vous voulez, en quelque sorte, il permet de construire l'objet immédiat à travers l'objet dynamique. Pour vous rendre les choses un petit peu plus claires, je crois que c'est assez clair de toute façon, mais par exemple, prenons cet échange plaisant de remarques, si vous voulez. Il y a deux personnes, A et B. Alors A dit... Est-ce que le renard, pose la question suivante, est-ce que le renard pond 10 œufs ou met à bas ? Alors, B répond, le renard est un animal vicieux et rusé, hein, on peut s'attendre à toute sa part. Donc je reprends, est-ce que le renard pond 10 œufs ou met à bas ? Alors l'autre répond, B répond donc, le renard est un animal vicieux et rusé, on peut s'attendre à toute sa part. Alors remarquez que le mot renard, si vous voulez, on va analyser le mot renard donc comme un signe, il renvoie à un objet dynamique, un objet, une certaine réalité. Mais remarquez que l'objet immédiat, c'est-à-dire l'aspect retenu
de cet objet dynamique dans dans les deux énoncés n'est pas le même. Par exemple, chez A, on retient, si vous voulez, le fait que le renard est un animal. Et donc aussi, l'interprétant final, c'est le savoir zoologique, le savoir que nous avons sur les animaux, si vous voulez. Le renard est un animal. Alors la question ici porte, est-ce que le renard, si vous voulez, pond des œufs, ou bien il donne naissance comme un mammifère à travers, si vous voulez, enfin une mise à bas. Par contre, B, il sélectionne un autre aspect du renard. Il sélectionne le fait que le renard est connu pour sa ruse. Et il s'agit ici, alors où est-ce qu'on connaît le renard pour ça? Qu'est-ce qui permet de dire que le renard est un animal rusé et vicieux? Eh bien, c'est la doxa. Il s'agit d'un savoir doxologique. La doxa, donc c'est l'opinion commune. Par exemple, à travers les fables, les contes, etc., on a fait circuler l'idée que le renard renvoie à la ruse, renvoie au vice, renvoie, etc. Donc ici, par exemple, vous avez la même réalité dynamique, enfin le même objet dynamique, mais chaque processus sémiosique, celui qui constitue la répartie de A, et celui qui constitue la réponse de la question de A, et celui qui constitue la réponse de B, si vous voulez, fait que chaque fois nous avons un objet immédiat différent. Dans la question de A, le renard est un animal et il s'agit de s'interroger sur la manière dont il procrée. Par contre, dans la réponse de B, si vous voulez, ce qui est retenu, si vous voulez, c'est surtout le fait que le renard, dans le savoir doxologique d'une société, c'est le symbole, il renvoie à la ruse et au vice. Alors, pour terminer, je vais récapituler. Alors, on peut dire donc que le processus sémiosique chez Peirce, on peut le représenter ainsi, si vous voulez, avec la totalité de ces éléments. Donc, il y a trois éléments principaux, ne l'oubliez pas, le signe représentant, le signe interprétant et l'objet représenté. Mais chacun de ces éléments se complexifie, si vous voulez, et permet de parler si vous voulez, d'autres éléments qui font partie du processus sémiosique chez Peirce. Alors, nous avons vu, alors pour l'interprétant, je ne vais retenir que les deux. Hein. Donc le signe interprétant, et en fait c'est à la fois l'interprétant immédiat, le signe interprétant immédiat, c'est-à-dire la compréhension immédiate, si vous voulez, la reconnaissance de la part de l'interprète du signe en tant que tel, et sa compréhension grâce au trait pertinent de la définition qu'il véhicule. L'interprétant final, c'est plutôt les habitudes d'une société, les habitudes cognitives et pratiques d'une société, à un moment donné de son histoire, et qui rend possible justement cette compréhension. Mais le signe interprétant détermine aussi, il ne faut pas l'oublier, le fondement de représentation. C'est lui qui détermine le fondement de représentation, c'est-à-dire l'aspect retenu de l'objet dynamique qui constitue l'objet immédiat. C'est l'aspect retenu de l'objet dynamique qui constitue l'objet immédiat. Et il faut aussi se souvenir que le signe représentant, si vous voulez, permet à l'interprète d'inférer au signe interprétant. Et donc c'est à partir de cette inférence que, si vous voulez, s'institue l'ensemble du processus sémiosique. Alors, je vais vous donner un exemple, si vous voulez, pour éclaircir les choses, avant de faire une autre remarque finale. Alors, par exemple, la lecture d'un conte. Alors, la lecture d'un conte, vous savez, le même conte, par exemple, Chaperon rouge, ne va pas être lu de la même manière par un enfant que par un psychanalyste ou un ethnologue, n'est-ce pas? Ça, tout le monde est d'accord. Alors, le signe représentant, par exemple, c'est le texte du conte. Le texte du conte. Donc, c'est fait de mots, de phrases, etc. Et l'objet représenté par ce texte, c'est un monde. Alors, il y a des personnages, des événements. Par exemple, le texte du Chaperon rouge, il peut être en langue allemande, française, etc. C'est le texte. Mais il représente un monde avec des personnages, le loup, Chaperon rouge, sa grand-mère, etc. Les lieux, la forêt, la maison de Mère Grand, etc. Et
ce qu'il faut savoir, c'est que selon sa compétence cognitive, c'est-à-dire l'interprétant final, l'enfant ou le psychanalyste, par exemple, l'enfant, ce qu'il sait du monde, si vous voulez, va comprendre le conte d'une certaine manière. Sa compréhension du conte va être déterminée d'une certaine manière. Donc il va établir un fondement de représentation en ne retenant que certains éléments. Par exemple, un enfant peut vous demander comment était habillé Chaperon Rouge, est-ce qu'il portait des baskets ou bien, etc. Il peut entrer dans certains détails, si vous voulez, ce que ne ferait pas, par exemple, un psychanalyste ou un ethnologue, qui s'appuie, lui, sur un autre interprétant final pour sélectionner certains éléments. Par exemple, la psychanalyste va s'arrêter sur la charge symbolique sexuelle par exemple, c'est pas moi, du fait que le loup est avalé et puis regurgité Chaperon Rouge, etc. L'ethnologue va s'arrêter sur les relations de parenté, sur la distinction entre le monde de la maison, le monde, si vous voulez, le monde sauvage, de la forêt, le fait que le loup est à la fois, c'est quelqu'un qui parle, etc. Donc, chaque fois, si vous voulez, chacun dans son processus d'interprétation, l'interprétation produite par l'enfant n'est pas la même que celle que va produire un psychanalyste ou un ethnologue du même conte, du même texte. D'accord ? Alors pourquoi ? Parce que leur interprétant final, leur savoir, va faire qu'ils ne vont pas inférer aux mêmes choses qu'un enfant. Et si vous voulez, ils vont sélectionner certaines choses dans le monde représenté par le conte qui ne sont pas les mêmes que celles que va choisir si vous voulez, un enfant. Mais j'attire aussi votre attention sur le fait que le monde représenté, le monde en lui-même représenté par le conte, c'est un monde infini. C'est ce qui fait que, par exemple, je peux faire un dessin animé, ce qu'on a fait d'ailleurs, ce qu'a fait Tex Avery dans les années 30, du conte Chaperon Rouge. Il a fait un dessin animé où il représente, par exemple, Chaperon Rouge comme une petite starlette qui vient de la campagne vers la ville, et le loup, si vous voulez, comme ces séducteurs de Hollywood, par exemple. Un autre va, si vous voulez, faire un film avec ça, etc. Et donc l'objet dynamique est en fait inépuisable. Chacun va sélectionner certains aspects et laisser les autres dans l'ombre. Donc voilà pour l'ensemble du processus musique. Maintenant, il s'agit d'attirer votre attention sur le fait suivant. Donc j'attire votre attention sur le fait que le processus sémiosique tel que nous l'avons vu, tel que le présente Peirce, si vous voulez, implique chez lui en fait deux domaines et non pas un seul. Donc il y a le domaine sémiosique et le domaine que j'appellerais extra-sémiosique. Seulement, la frontière entre ces deux domaines n'est pas étanche, hein, il est perméable, c'est-à-dire on peut assurer des passages. Alors je m'explique. Dans le domaine sémiosique, proprement sémiosique, si vous voulez, nous avons le signe représentant, le signe interprétant, le fondement de représentation et l'objet immédiat. Ce sont des éléments qui appartiennent, si vous voulez, au processus sémiosique proprement dit. Par contre, ce qui se situe en dehors de ce processus sémiosique, c'est l'interprète. Alors l'interprète en tant qu'intelligence scientifique, nous avons vu, c'est lui qui enclenche le processus sémiosique par son interprétation du signe représentant. Et donc c'est lui qui l'enclenche, mais il reste en dehors. Hein. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce que pour Peirce, si vous voulez, le fait d'intégrer l'interprète dans le sémiosisme, ça serait faire une concession au mentalisme et au psychologisme, l'inuméjurie des tenants de la conception logicienne de la sémiotique. Mais il exclut aussi l'objet dynamique, c'est-à-dire la chose en soi, la réalité. La réalité, elle est exclue du processus sémiosique. Seulement, voilà, chez Peirce, il maintient un lien, parce que l'objet immédiat est un aspect de l'objet dynamique. C'est vrai que l'objet dynamique en lui-même est inconnaissable, mais on le connaît à travers les signes. Donc, on voit que Peirce reste un réaliste. Alors qu'en tant qu'anglo-saxon, il reste un réaliste. Et il maintient un contact entre le domaine des signes et le domaine de sémiosique et le domaine extra-sémiosique. Mais
quand même, il fait la distinction, c'est clair chez lui, comme chez Locke, si vous voulez, de dire que l'objet en soi, si vous voulez, relève de l'inconnaissable et se situe en dehors de... Donc deux traits chez lui, le fait de refuser le psychologisme, mais aussi de dire que la chose en soi, ça relève de l'inconnaissable. Et donc, il faut bien, si vous voulez, mettre les choses en perspective. Le domaine extra-sémiosique, si vous voulez, qui contient ces deux éléments, permet, si vous voulez, de distinguer par opposition le domaine proprement sémiosique où il y a l'objet immédiat, le fondement de représentation, le signe interprétant et le signe représentant. Et dernière remarque de tout cela, si vous voulez, le fait que Peirce quand même maintient le contact entre le domaine de sémiosique, le domaine des signes et le domaine de la réalité, nous permet aussi de dire que chez lui, si vous voulez, il s'agit d'une orientation pragmaticiste. Il ne faut pas oublier que lui, c'est lui qui a, avec d'autres, ont créé cette philosophie typiquement américaine qu'on appelle pragmatisme. Chez lui, il y a le terme pragmaticisme. Pragmatisme, c'est-à-dire que pour lui, la vérité, c'est quoi la vérité? Eh bien, il a une conception communautaire, une conception consensuelle. La vérité, c'est ce qui fait le consensus d'une communauté à un moment donné de son histoire, si vous voulez. Et c'est une conception utilitariste. La vérité, c'est ce qu'une communauté à un moment donné de son histoire tient pour vrai. Mais cela ne veut pas dire que chez Peirce, il y a une stagnation, si vous voulez, du vrai. Le vrai ne reste vrai que pour un certain moment, parce que dit qu'il y a, si vous voulez, une autre interprétation d'un signe, si vous voulez, nous avons l'enrichissement donc de l'interprétant final et donc le changement le changement de la vérité. Et vrai, donc, ce qui est tenu pour vrai à un certain moment. Et donc il y a la possibilité de ce que ce vrai soit. Et là nous avons vraiment une conception très moderne de la connaissance, une conception qui a été plus tard, par exemple, reprise par Karl Popper sous le nom de falsifiabilité, c'est-à-dire que est vrai ce qui est tenu à un certain moment, ou bien l'idée de Kuhn, des paradigmes. Vous voulez, le fait qu'à un moment donné, les sciences s'organisent d'une certaine manière et produisent une certaine vérité. Mais cette vérité n'est pas absolue. Il est lié à telle communauté scientifique. Et le fait qu'à un moment donné, si vous voulez, on peut produire une autre interprétation, formuler une autre hypothèse, une autre conjecture et la vérifier d'une certaine manière, va permettre de changer de vérité, de faire changer cette vérité. Donc chez Peirce, il y a l'idée du progrès de la connaissance. Et ce progrès de la connaissance, et quand je dis progrès de la connaissance, aussi bien dans la vie quotidienne que dans la vie scientifique, ce qui détermine ce progrès de la connaissance, c'est l'abduction, c'est le passage du signe représentant au signe interprétant, si vous voulez. Tous les deux renvoient au même objet, mais ils permettent par cette représentation, si vous voulez, double, de faire avancer les choses et donc de déboucher sur la vérité. Donc, il est vrai ce qui est utile au progrès de la connaissance, à un moment donné. Il est vrai ce qui permet de faire avancer la connaissance. Alors, sur cela, je termine cette présentation résumée. Je n'ai pas tout dit de la manière... Mais vu les circonstances, si vous voulez, vu le peu de temps que nous avons, le peu de moyens, donc je me tiens à cela. Et la prochaine fois, je mettrai en ligne un autre cours, si vous voulez, Didier cette fois, à Saussure et la manière dont il concevait la sémiosis. Alors je vous dis au revoir et on se retrouvera très bientôt.